Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la grosse actualité de la fin de semaine dernière, à savoir la prétendue incursion de 5 drones au-dessus de l'île Longue qui, d'après les tout premiers rapports vendredi matin, rapports, j'aurais plutôt dire fuite dans la presse, on dit qu'ils avaient été abattus. Derrière, il y a eu un enchaînement qui nous permet d'y voir un petit peu plus clair en ce début de semaine. Je dis bien un petit peu, car vous allez voir, tout et son contraire a été dit. Ce que je vous propose, c'est en 1 de revenir sur les faits tels que nous les connaissons le dimanche 7 en fin de journée. En 2, l'île Longue, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Forcément en 3, la FOST, notre force océanique stratégique, avec en permanence toujours à minima un sous-marin nucléaire lanceur d'engins nouvelle génération à la mer, mais on va voir qu'il n'y a pas très longtemps, c'était 3. Derrière, qu'est-ce que c'est que les fusiliers marins? Et ensuite, on va s'intéresser en 5 à la lutte anti-drone, comment est-ce qu'elle est pratiquée en source ouverte actuellement par nos armées. Et en 6, mes petits two cents sur le sujet. Un petit programme qui devrait passer en quelques minutes et on enchaîne juste après. Bon alors, comme vous le savez, dans l'aérien, il faut anticiper et en cas d'éjection, il faut protéger ses yeux. Aux États-Unis, sur T-45, alors que j'étais pilote affecté au VT-7 en formation, il y a notre chef d'unité, un Américain, qui de nuit a décollé avec son T-45. Il avait son casque, le modèle plus récent que celui-ci. Ils n'avaient pas mis la visière à poste. Normalement, vous devez toujours avoir une visière à poste, une visière transparente. Comme ça, en cas de collision aviaire, si vous tapez des oiseaux, ou en cas d'éjection, s'il y a des morceaux projetés, ça vous protège les yeux. Résultat, il s'était retrouvé un petit peu défiguré, il avait pu récupérer derrière. Il y a autre chose qu'on peut faire et qu'on voit d'ailleurs dans Top Gun, c'est mettre des lunettes. Et comme vous le savez, rien de mieux que ce modèle qui ressemble à ce qu'on connaît tous quand on parle aviation. Et aujourd'hui, notre partenaire vous veut du bien, veut vous faciliter la vie pendant les vacances, pour les fêtes de fin d'année. Et c'est Holzkern. Alors vous les connaissez? C'est des Autrichiens. Get to the chopper, comme dirait notre ami Arnold. Et les Autrichiens, ils aiment bien les sommets alpins, tout ce qui est unique. Et ils font avec des matériaux naturels, en petite quantité, des bijoux, des montres pour les hommes et également les femmes. À partir de là, en 5 jours seulement, ils peuvent vous livrer partout sur Terre. Donc si vous commandez avant le 19 décembre, ça vous fait votre super cadeau de dernière minute pour Noël. Alors, Holzkern, ça veut dire cœur de bois. Donc vous pouvez choisir des bijoux en bois, en nacre, en perles, des montres qui soient solaires, automatiques, hybrides. Pour tout ce qui est en acier, c'est l'inoxydable 316L avec, quand il y a de l'or, du 24 carats. La totale est garantie pendant 2 ans. C'est fabriqué, comme on le disait, en toute petite quantité, ce qui rend tout ça assez unique, comme la personne à qui vous voulez l'offrir. Et en plus, là, si vous commandez avec le lien qui est juste en dessous, vous mettez le code, vous allez avoir une pochette cadeau rouge pour les montres, et vous allez avoir, le rouge on adore chez Débrief, et vous allez avoir un écrin vert pour les bijoux. Honnêtement, super produit. En plus, ça rend très bien. Vous allez faire un heureux ou une heureuse, ou pourquoi pas plusieurs, et c'est naturellement unique. Jingle. Roger, ball. Ce que l'on sait, d'après le porte-parole de la préfecture maritime, un ancien pilote de Rafale, Baka, que je salue, eh bien, c'est qu'à 19h30 jeudi soir, il y aurait eu 5 drones qui se sont aventurés du côté de l'île Longue. On ne sait pas exactement où ils ont été aperçus, ni à quel moment ils ont été brouillés. Bref, pour faire clair, nous ne disposons pas de la localisation précise où les drones ont été observés, ni de la temporalité, ce qui ne nous permet pas de savoir si c'est un drone qui est venu plusieurs fois, ou si c'est 5 drones qui sont venus d'un seul coup, si ces derniers sont venus juste au niveau des limites maritimes de l'île Longue, ou s'ils sont venus se mettre vertical en plein milieu. Donc à partir de là, même si ça ne vous fait pas plaisir, il faut accepter que l'armée n'a pas, ne souhaite pas et n'a pas intérêt à communiquer ce genre de détails. Ce que Baka nous a par contre dit, c'est qu'il était trop tôt
pour pouvoir déterminer ou caractériser l'origine et qu'ils avaient pour objectif d'inquiéter la population. Pour rappel, le vendredi matin, ce qui était sorti dans la presse, c'est qu'il y avait des drones abattus par des fusiliers marins. Plus tard, vendredi soir, ce que le parquet a annoncé à l'AFP, c'est qu'aucun drone n'a été abattu, un petit 180 par rapport aux déclarations de la presse du vendredi matin, qu'aucun pilote n'avait été identifié lors du survol de la base. Donc là, ça nous dit qu'il y a eu survol de la base. Mais encore une fois, est-ce qu'on parle, on va voir le plan de l'empreinte terrestre ou également de la zone maritime protégée, qu'il y avait une plainte et qu'il y avait eu tir de brouilleur. On va revenir sur la lutte anti-drone après. Alors vous allez me dire, on ne sait pas grand-chose. Oui, mais il y a quand même 2-3 points intéressants à creuser dans cette histoire. Énez-Ir, c'est l'île Longue, située sur la presqu'île de Crozon. Vous avez le goulet de Brest qui en fait un endroit assez facile à protéger et c'est en gros 2 km de long sur 1 km de large. Fortifié en 1776, accrochez-vous bien, durant la Première Guerre mondiale, l'île Longue, c'était un camp de prisonniers. Et ils ont même eu la grippe espagnole qui a fait des ravages. Et accrochez-vous bien, Fritz Sauckel, qui était le grand chef nazi du recrutement des travailleurs pour le Reich, qui a été pendu à Nuremberg, a fait un tour par l'île Longue en tant que prisonnier pendant la Première Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu destruction de constructions mégalithiques pour faire des blocos et il y avait de la AAA, donc de la DCA, de la défense anti-aérienne. Et il a fallu attendre en fait 1965 et le général de Gaulle pour qu'il décide d'exproprier les fermiers et d'y installer le cœur de ce qui va faire notre dissuasion nucléaire. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est assez proche de l'arsenal de Brest, mais en même temps c'est assez loin en cas d'accident. C'est facile à contrôler car regardez cette carte, c'est tout en longueur, c'est entouré par l'eau et donc vous contrôlez facilement les accès. Seul petit bémol, pour nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, il y a le plateau continental qui est très long et donc avant de se diluer, avant de pouvoir vraiment plonger, il faut être pas mal accompagné. Toujours est-il, à l'époque, on savait faire des grands chantiers. Début de construction en 1967, ça a duré 5 ans, c'était, accrochez-vous bien, le plus grand chantier d'Europe à l'époque, 300 000 m3 de béton, 6 000 tonnes d'acier, 110 hectares de plateforme, 11 000 m2 de quais et de jetées, et 3500 personnes qui travaillaient pour donner à l'île Longue plus 30% de surface. Elle est montée à 124 hectares alors qu'elle n'en faisait pas 100 initialement. Vous avez un blocos central qui fait 100 000 tonnes de béton et qui doit pouvoir encaisser une explosion d'un missile ou de quelque chose d'assez puissant sans pour autant impacter le reste. En 1970, le redoutable est arrivé et c'est le 28 janvier 1972 qu'on a eu la première patrouille opérationnelle. Ça y est, nous avions la FOST. Alors la FOST, ce n'est pas que des sous-marins. Vous avez également des centres de communication comme celui de Rosnay, celui de Sainte-Assise et même des fois le Siderec avec l'armée de l'air qui participe. Alors en Rosnay, si ça vous dit quelque chose, c'est parce que les Chinois se sont beaucoup implantés dans la région et que ça a pas mal fait parler dans la période pré-Covid. On n'entend plus trop parler depuis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1985, la FOST, c'était 6 SNLE. Et que forcément, on n'en est pas là pour rien. On a eu, à partir de 91, 5 SNLE et 4 SNLE à partir de 97. Avant, nous avions en permanence 3 SNLE à la mer. C'est passé à 2 en 92, c'est passé à minima 1 en 97. Pour vous donner une idée, fin des années 80, on avait 5000 personnes affectées à la FOST. À l'heure actuelle, c'est plutôt 2000-2005. Si on veut parler un tout petit peu chiffres, ce que j'ai trouvé en source ouverte, c'est que de 72 à 2014, il y a eu 471 patrouilles et que seulement 15 ont dû être interrompues pendant quelques heures pour des évasans, des évacuations sanitaires de marins pendant 1 heure ou 2. En 2018, on a passé les 500 patrouilles et au début, je vous parlais du redoutable, c'est environ 8000 tonnes. Derrière, nous avons eu les SNLE, la nouvelle génération qui fait 12 685 tonnes et c'est le triomphant, le téméraire, le vigilant, le terrible, désormais équipé du M51 qui n'arrête pas d'être mis au goût du jour. Pour la petite histoire, si vous aimez les chiffres, en 83 avec nos 3 SNLE à la mer, la force de frappe c'était 44 mégatonnes. 44 mégatonnes. Un ASMPA, c'est 300 kilotonnes. Je vous laisse faire les mathématiques. C'est pas rien. La prochaine génération de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins a déjà commencé à être préparée, d'anticiper. Ça devrait être pour 2035, ce qu'on appelle le SNLE
3G. Un jour, on aura peut-être la 5G. Toujours est-il, si vous aimez les films, vous avez peut-être vu Le Chant du Loup. Dans Le Chant du Loup, il y a des tensions avec les Russes et ils annoncent le déploiement d'un deuxième SNLE dans la vraie vie. En mars 2022, la France a fait le choix d'envoyer 3 SNLE à la mer. Donc sur 4 SNLE, nous en avions 3 à la mer. Et spoiler alerte, à votre avis, où est l'endroit où nos sous-marins sont le plus en sécurité? Au fond des océans. Alors là, je ne vais pas me faire des amis chez les fusiliers marins, parce que les fusiliers marins, ça a été créé en 1856 par Napoléon III. Et leur objectif, eh bien, c'est à terre de pouvoir assurer la sécurité des sites de la marine et en mer, la sécurité à bord, entre autres. Pendant la Première Guerre mondiale, on en a beaucoup entendu parler avec l'amiral Ronarc'h, le fameux sacrifice de la brigade des fusiliers marins, où ils ont pris, on peut le dire, énormément de pertes pour protéger la France. Il y a des stars comme par exemple Jean Gabin, Marcel Cerdan a fait son service également chez les fusiliers marins, Philippe de Gaulle, le fils du premier général, et forcément tous les commandos marines, et vous connaissez probablement Marius également, que vous avez pu voir sur Vétérans de France. D'un côté, vous avez les fusiliers marins, et après vous avez les commandos marines. Les commandos marines, c'est écrit en 1946, ils sont environ 650, vous avez 7 commandos d'environ 90 hommes, ils sont tous nommés d'après un officier des commandos marines qui est mort au combat, pour la plupart. Mais là, c'est pas eux qui vont protéger l'île Longue, c'est les fusiliers marins. Et d'après les sources officielles, les fusiliers marins, ils sont équipés, l'armée française, on est équipé avec des fusils brouilleurs, les Nérode, Nérode RF ou le F5-5. Alors, le concept, c'est de faire du soft skill. Pour faire très simple, ça pèse à peu près 8 kg, vous avez 40 minutes d'émission, et c'est censé gêner le GPS, gêner la liaison entre le drone et le pilote sur une multiple gamme de fréquences. Le problème, c'est que les technologies en fait, de drones évoluent extrêmement vite et que vous avez des drones qui maintenant ont des capacités des fois de navigation qui fonctionnent très bien même sans GPS et qui peuvent également avoir des consignes qui leur disent si tu es brouillé, tu reviens vers ton pilote ou tu vas vers un endroit de poser. Et ce, même sans réception GPS. Donc vous avez maintenant une capacité à avoir une vraie autonomie au niveau des drones, et forcément il y a des limites dans l'emploi de ces fusils brouilleurs. Maintenant, il faut quand même remettre les choses un peu dans le contexte, l'ouverture du feu contre des drones, contre des aéronefs, peut avoir un impact, et donc c'est pour ça qu'on voit cette réticence dans les forces armées à ouvrir le feu de manière destructive sur ce type de système. Maintenant, la réalité de la menace est telle, désormais, qu'on ne peut plus vraiment faire semblant de l'ignorer, comme c'est le cas depuis des années. Ah oui, parce que spoiler alerte, l'île Longue a déjà été survolée par des drones en 2015, ça fait 10 ans. Donc c'est pas vraiment nouveau comme problème. Et en France, en 2016, on a des commandos parachutistes de l'air qui ont été blessés par des drones équipés de charges militaires utilisés par Daesh. Donc on dit, on le répète, même Hollywood l'a compris avec des films dont on vous met souvent cet extrait. Ce n'est pas une nouvelle menace. Et on entend certaines personnes dire « mais c'est pas grave, c'est des tout petits drones, ça serait des toutes petites charges militaires ». À quoi peuvent être utilisés des petits drones? Ils peuvent être utilisés pour faire de l'antipersonnel. Et c'est là où on arrive directement sur Met2Sense. Donc, on résume. On a un site militaire ultra sécurisé qui garantit pour la France sa dissuasion nucléaire permanente. Elle est protégée par le bataillon des fusiliers marins de Morissier, qu'on a vu d'ailleurs dans des extraits s'entraîner avec des fusils anti-drones, des fusils brouilleurs. On sait grâce au commandant Baka qu'il y a eu 5 drones à 19h30. Nous ne disposons pas de plus d'informations, mais quand on zoom out un tout petit peu et qu'on va voir par exemple Drone Watch, on sait que de septembre dernier au 27 novembre, dans 11 pays, il y a eu 21 déclarations d'observation de drones, que dans 14 cas, il n'y avait pas de drone, que dans 41 cas, on n'a pas de preuves, on n'a aucune information sur l'origine, que dans 3 cas, c'était des Russes, et que dans 3 cas, c'était purement des drones de loisirs avec des gens qui faisaient des images pour le plaisir. Donc on a 55 sur 61 repérages annoncés au gouvernement, eh bien, qui ne sont pas prouvés. Et par contre, on a des fois des fausses informations, comme par exemple ces images en Belgique, où on nous a vendu un drone qui était en fait l'hélicoptère de la police. Alors, pourquoi ce résumé? Parce que ça fait plus de 10 ans que l'on sait qu'il y a ce type de problème, puisque régulièrement, des sites militaires, des sites sensibles, des aéroports sont gênés. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre
comment est-ce qu'on défend l'espace aérien quand on est pilote? On a une petite expérience dans le domaine. La règle de base, c'est 1. On détecte, 2. On identifie, 3. On intercepte, et 4. On engage ou pas, et ensuite en 5, généralement l'état-major va communiquer. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ça ne détecte pas forcément, ça identifie, on vient de le voir, quasiment jamais. Du coup, pour ce qui est de l'engagement, on est sur un taux qui est extrêmement faible et au résultat, on ne sait pas. Et ensuite, derrière, en termes de communication, ça fuite dans la presse avant d'avoir les déclarations officielles. Donc, en définitive, s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'avant toute chose, on a un problème de SecOps, de sécurité opérationnelle. On en a déjà beaucoup parlé, notamment avec les fuites des accidents sur les porte-avions américains, avec des vidéos qui sortent, qui ne devraient pas sortir, surtout dans les minutes qui suivent l'accident. Derrière, à chaque fois, la communication des armées essaye de récupérer les fuites, mais c'est extrêmement compliqué et surtout, leur narratif est dilué. Ça serait intéressant de réétudier la manière dont les Pakistanais, par exemple, ont communiqué après leur escarmouche avec les Indiens. Encore une fois, c'était une masterclass de guerre hybride et d'utilisation de la communication afin de servir la valeur perçue de l'armée. Pourquoi la valeur perçue? Parce que la FOST, c'est la dissuasion. La dissuasion, c'est l'intimidation et c'est montrer ses muscles, faire croire à l'adversaire qu'on est prêt au combat, ne pas lui dire notre seuil de déclenchement du feu et au final, éviter le conflit. À partir de là, c'est pas pour rien si l'armée a souvent été appelée la grande muette. Le fait d'avoir une parole rare mais crédible aide justement cette dissuasion. Maintenant, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous étiez vraiment une puissance étrangère qui a envie d'essayer d'incapaciter notre force nucléaire de sous-marins, il y a peu de chances que vous ayez tâté le terrain avec des petits drones comme ça. Nous sommes le 7 décembre, rappelez-vous Pearl Harbor, c'est plutôt concentration des forces et attaque agressive. Bien. Offensive. Très bien, c'est la 30 000 €. Je choisis la solution offensive. Néanmoins, nous avons de la chance d'avoir ce genre de signaux faibles. Je vous rappelle que dans l'aérien, 400 petits signaux faibles, généralement, sont précurseurs d'un gros événement, d'un gros accident. Donc vous avez pour un gros accident 400 signaux faibles et il faut avoir cette capacité à les détecter, à les remonter. Et bien tout simplement pour faire évoluer vos procédures, faire évoluer votre matériel pour éviter l'accident grave. Sur cette chaîne, on vous a longtemps expliqué, par exemple, que faire un mur de drone à la frontière avec la Russie était pas forcément le plus utile, et que le plus utile, c'était de faire de la défense de points. L'île Longue vient de nous montrer ce concept. La défense de points est extrêmement importante. Pour rappel, il semblerait qu'elle ait fonctionné jeudi soir. Maintenant, et c'est ça tout l'art du débriefing, ce n'est pas parce que la défense de points semble avoir fonctionné qu'il ne faut pas tirer des leçons, essayer de l'améliorer, et surtout, absolument pas partir dans le narratif de se dire que ce sont des petits drones et donc que face à des gros sous-marins, nous ne risquons rien. Nos sous-marins, nos avions de chasse, nos chars ne sont absolument rien sans les hommes et les femmes qui les mettent en œuvre. Et alors que nous avons quand même une petite armée, un petit format, et que nos unités sont souvent concentrées dans certains endroits, par exemple à l'île Longue, il serait extrêmement facile pour des adversaires de la France d'essayer de cibler qui sont les équipages, qui sont les postes clés, les fameux hommes clés qu'on peut retrouver dans le monde de l'entreprise, mais extrêmement présents dans le milieu militaire également, qui pourraient se voir attaqués en amont d'hostilités par des drones FPV qui les cibleraient. On n'invente rien, c'est exactement ce que l'on voit à l'heure actuelle en Ukraine, en Russie, mais également de temps en temps en Europe, avec des ciblages et des assassinats de personnes très particulières, car comme tout géant, la FOST a ses talons d'Achille, alors que les drones se miniaturisent de plus en plus, et que tout le monde essaye de trouver des solutions pour contrer des drones d'une taille quand même assez majeure. Si vous avez des idées pour empêcher des mini-drones de nuire aux hommes et aux femmes qui nous protègent, je pense que vous pouvez contacter l'agence innovation de la défense de la DGA. Ils auront sûrement des contrats pour vous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve, je pense, mercredi. Pourquoi pas pour parler de Rafale Marine qui tire une bombe de 1 tonne à plus de 2000 km du Charles de Gaulle. A très vite. N'hésitez pas à nous contacter. Il nous reste un petit peu de dispo pour des interventions en début d'année prochaine. Et d'ici là, fly safe.